Hop, on va prendre une feuille, on va la partager en deux. Alors j'ai joué, je fais pas de conférence d'habitude, hein, je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Et j'en ai fait une dans ma vie et on avait fait ce truc-là et c'était vraiment intéressant. Alors ça va être à mettre en face de vos conditions de pêche à vous. Donc n'hésitez pas à me donner aussi des détails sur moi. Je connais mal le département, je l'ai très peu pêché. Pas du tout, même je crois celui-là. Et par contre, je connais des coins qui ressemblent. Donc on va essayer de trouver tout ça. On va faire deux colonnes plutôt. Une colonne qu'on va appeler milieu. Ça, c'est tout ce qui concerne le lac ou la rivière que vous allez pêcher. Et puis, on va faire une colonne qui nous concerne. Allez, on va mettre nous. Et puis, je vais vous poser des questions. C'est quoi le milieu? Qu'est-ce qui nous concerne? Sur quoi on peut agir? Sur quoi on ne peut pas agir? Si ça ne vous embête pas, on va faire la case milieu d'abord. Parce que ça, c'est un truc, c'est juste de l'observation. Donc, sur les coins que vous pêchez, vous allez me donner ce qui ne dépend pas de vous. Alors, ça peut être, je sais pas, on va dire la météo. La météo, ça ne dépend pas de vous. Dans la météo, on va essayer quand même de faire des cases, on va mettre le vent. Je vous donne le premier, comme ça, vous allez pouvoir compléter. Allez, donnez-moi-en d'autres. La hauteur de l'eau. La profondeur. La profondeur. Ok. Hop, la profondeur. Un autre. J'ai entendu la température, je le marque. J'ai entendu température. J'ai entendu la clarté, on va appeler ça la turbidité. Et j'ai entendu un autre truc après, c'était quoi? Le courant, ouais, le courant, ça marche. Qu'est-ce qui dépend pas de nous aussi? L'humeur des poissons. Pression atmosphérique, ok. Autre chose? La météo, enfin, il y a la météo dans le récent. Ouais, alors ça peut être quoi? La pluie? Le soleil, pas de soleil, la pluie. Est-ce qu'on peut faire un truc avec la luminosité, tout simplement? Ouais. Ok. La meilleure période pour pêcher. Ouais, la saison? Ouais. Autre chose? Le fourrage, la nourriture, ouais, carrément. On m'a dit quoi, l'horaire, non? C'était ça? Ouais, l'horaire, oui, ça peut. Je l'aurais mis avec la luminosité, mais ça peut. On va le mettre avec la luminosité. Ça, pour moi, c'est pareil. Ok. La lune. Je commence à serrer un peu parce qu'on va en trouver plein. Les structures, habitat, structure, ouais. Ça, je l'attendais, celui-là. Dans structure, on peut mettre, oui, je mets le fond en général. Savoir si c'est des cassures, des plateaux, s'il y a des cailloux, s'il y a... Ok. Les herbiers, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hop. Les herbiers, ok. le marnage. Ouais. Le marnage... Oui, je valide. Donc marnage, vous avez beaucoup de lacs qui marnent dans la journée, en plus en moins? Ouais. T'aimes bien quand ça baisse? Non. Alors on est d'accord, ça on va y revenir, ok. Ouais, ça peut être, ouais, on peut dire ça. Du coup, c'est quoi? C'est le bruit, la quiétude, Pression touristique. Ouais, alors pression, on va... pression, bruit, on va mettre. C'est vrai que c'est le sud, là, il y a du touriste. Ok. Autre chose? Densité de poissons présents. Ouais. Ça compte, ouais, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons, pas beaucoup de poissons? Ça marche. C'est pas mal déjà. Si ça vous vient en cours de route, on rajoute. On va passer à ce sur quoi nous, on peut jouer. Ouais, alors il y a plein de choses là-dedans. Ouais, alors on part du principe où on est équipé correctement pour pêcher, mais oui, par exemple le sondeur, oui, ça peut jouer, ouais. Ça c'est plus au niveau de la détection, du coup, on va dire détection. Alors oui, la façon dont on pêche, c'est bien, on va essayer de le couper en morceaux. Si on pêche, je sais pas, par exemple la vitesse. Ça, c'est super important, la vitesse. Sur quoi on peut jouer aussi, autre que la vitesse? Ouais, alors, oui, je vais le couper en deux. Je vais mettre la profondeur et puis après, les poissons suspendus, ouais.
Profondeur. La couleur du leurre, ok. Ouais, donc si on appelle ça vibration, ça va? Ouais. Les vibrations. Ok. Un truc important. La taille. Ouais. La taille, ça compte. Qu'est-ce qu'on gère à part ça? Quel poisson on recherche? Alors, oui. Qu'est-ce qu'on va la pêche? Alors ça, c'est quand maman a décidé que c'était possible. Quand on dit quand on va à la pêche, c'est... Qui a dit ça? Ok. Si on y va le matin, en automne, en hiver. Ouais, le moment, ouais, on peut dire ça. Allez. La discrétion, ouais, ça on le gère, ouais. Le casse-croûte. Ah, mais alors ça va pas avoir trop d'influence sur le reste, à moins qu'il y ait des produits alcoolisés. La zone, le spot, ouais. Ouais, carrément. Ça, c'est un des principaux. On va l'appeler spot. Ok. Alors, le bruit, c'est la discrétion. Ah, le bruit du leurre, je le rangerais bien dans vibration. Parce que s'il vibre pas, enfin, c'est perçu comme un bruit par le poisson, toutes ces vibrations-là. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'on met ça dans la discrétion? Oui, dans la discrétion, il y a le bruit et il y a le... on va mettre quand même ça, finesse. Finesse fil, allez. Ok. La capacité de changer de l'heure. Ça, c'est l'occasion. Ouais. Ouais, mais ça, c'est bien. Je suis juste en train de l'adaptation, ouais. On va mettre changement de l'heure, allez. Mais c'est une adaptation, ouais. La présentation. Alors oui. Ok. Le déplacement d'un coup de flèche en bas. Ouais. Alors, on a quoi? La taille, la couleur, les vibrations, le grammage, la profondeur, la vitesse. À quel endroit? Fin, pas fin. Si on change de l'heure, si on garde le même. Si on change de spot ou si on garde le même. Ça commence à ressembler à quelque chose. Est-ce que vous voyez autre chose? Vibration. Animation. Ah pardon, l'animation. Ouais, ça c'est la présentation du leurre. Je le mets là. Présentation, animation, ouais. Ok. Le placement. Ouais. Ouais, ça c'est bien le placement. Placement, alors le placement il est valable surtout en bateau, mais aussi parfois du bord. En bateau, effectivement, il y a des fois, il faut mieux jeter dans le profond et ramener vers le moins profond, et d'autres fois, c'est l'inverse. En fonction de ce qu'il y a au fond, de l'espèce. Ouais, ça, c'en est une bonne. Est-ce qu'on n'essaierait pas de les hiérarchiser un peu, ces trucs? Dans le milieu, c'est quoi le plus important? Le vent en plein hiver, moi, j'y vais pas. C'est la température de l'eau, non? Bah, le vent, c'est super, hein, mais pas toujours. Comment? Par exemple. Et un vent froid l'hiver, c'est souvent pas bon. Un vent chaud l'été, c'est souvent bon. Ok. Et puis le vent, souvent, il a une influence sur la température de l'eau. Il a une grosse influence sur la turbidité. Parce que ça c'est un truc capital. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous pêchez tous majoritairement, mais vous pêchez quoi ici? Plutôt le brochet dans l'ensemble ou truite? La truite, il y a une grosse influence de la turbidité du coup. Hein. Quand c'est bas et clair et qu'il n'y a pas de jus, on s'arrache les cheveux. Hein. Vous pouvez rappeler ce que c'est que la turbidité? La turbidité, c'est ce qu'on appelle la couleur de l'eau en fait. C'est si on voit à travers ou pas. Notamment dans les grands lacs qui sont ici, l'eau est extrêmement claire. Ouais. Comme chez moi dans les lacs alpins, elle est aussi très très claire. Mais alors, c'est là où on peut s'aider du vent.
Par exemple, alors je connais pas vos lacs encore une fois, mais il y a peut-être des berges battues par le vent qui deviennent un petit peu laiteuses, un petit peu truc, et souvent cette couche d'eau laiteuse, elle s'écarte un peu du bord. Au fond, ça reste clair, mais au-dessus, ça devient un peu sombre, et souvent on fait des belles pêches dans ces zones-là, parce qu'on arrive à pêcher dans des endroits où les poissons voient un peu moins. Et souvent, ça c'est grâce au vent qui vient modifier la turbidité. Et du coup, la turbidité, en fait, c'est ni plus ni moins que de la luminosité. C'est-à-dire que la turbidité, elle va faire que le poisson va y voir un peu moins clair et il va être un peu plus facilement prenable. C'est le cas des cendres, par exemple, dans les rivières en crue. Un cendre dans de l'eau claire, à part au live, c'est compliqué. Et voire même, il y a des populations complètement insoupçonnées de cendres, des fois dans des lacs clairs, parce qu'ils ne s'en prennent pas, hein. Ils sont fantomatiques. Et du coup, la turbidité, elle aide à ça. Et soudainement, dans ce lac clair où il ne se prend jamais un cendre, il y a un ruisseau qui crache marron, et d'un seul coup, il va se prendre des cendres. De la même manière, dans une rivière claire, il y a un petit coup d'eau, une petite crue, ça devient marron. On les prend dans 1 mètre d'eau sous la canne, connement en plus, parce qu'ils mordent vraiment fort dans ces moments-là. Donc, et ça, ou alors, dans ces endroits super clairs où il s'en prend jamais, tiens, on dépasse un peu leur truc, il fait nuit, ça y est, les mecs qui pêchent un peu plus tard, ils en attrapent. Parce que c'est vraiment là, dans ce cas-là, la luminosité qui fait tout, pardon. Et du coup, luminosité, turbidité, vent, tout ça, donc c'est assez lié. Et ça, ces 3 trucs-là, c'est des brouilleurs. Et ça c'est génial, les brouilleurs. Ils nous rendent, nous, plus discrets, parce que mine de rien, un leurre, c'est tout sauf naturel au final, hein. Même on peut choisir un leurre qui ressemble à un vrai poisson. Dans l'eau, ça n'a rien du tout de naturel, hein. Les mouvements de la caudale, enfin, il n'y a rien qui va en vrai sur un leurre. Donc on se sert beaucoup de... Enfin, moi, je prête vraiment beaucoup d'attention aux brouilleurs. La lumière, le vent, et du coup la turbidité de l'eau. Ça, c'est vraiment des trucs ultra importants. Dans un autre niveau, les herbiers, ça peut faire partie un petit peu des brouilleurs. Parce que, notamment sur les brochets, quand ils sont embusqués dans les herbiers, ça arrive qu'on les chope par surprise un peu là. On s'accroche dans l'herbe, on secoue un grand coup, tac. Ça, c'est un poisson qui a fait une touche réflexe. L'herbier, ça a été un brouillard. Il aurait vu le leurre arriver de 5 mètres, et peut-être qu'il n'aurait même pas bougé. Et du coup, je le mets dans la catégorie des brouillards. Vous voyez un autre truc important sur le milieu? Ouais, la saison, ça peut être considéré comme un truc important. Parce que... alors pourquoi la saison, tiens? Ok. Alors la repro sur le brochet, c'est pas bon. Ils ne mordent pas quand ils se reproduisent, mais alors du coup c'est tout le reste qui est plutôt favorable. Donc ouais, la saison on la prend en compte pour éviter d'aller se casser les dents. Si toutefois on a possibilité de pêcher au mois de, je sais pas, aller entre février et avril selon les milieux, et qu'on va aller pêcher le brochet, des fois c'est un piège, parce que tout simplement ils ne mordent pas. D'ailleurs, la réglementation en France, elle est nulle à ce sujet-là, hein. Elle est établie, elle est étalonnée sur les brochets, alors qu'ils ne mordent pas du tout pendant la repro. Donc, 15 jours avant, 15 jours après, normalement... Bref, ça c'était un aparté, mais oui, la saison c'est important. Ça permet d'éviter des pièges. On ne va pas pêcher les cendres et les basses quand ils se reproduisent, parce qu'eux, ils surveillent le nid. Donc oui, on évite aussi ces points-là. Après, c'est plus... Pour moi, ce qui est lié à la saison qui est important, c'est-à-dire justement la température, on l'a là, la profondeur à laquelle vont se tenir les poissons, mais qui est aussi liée à la température, la nourriture aussi, ouais, bien sûr, parce que l'hiver, par exemple, il y a des rassemblements de poissons blancs et du coup, il y a des carnassiers autour. Donc ouais, la saison, on n'y peut rien, mais effectivement, il y a des saisons plus propices que d'autres pour la pêche des carnassiers. Et c'est valable à la mer aussi. Bien sûr, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a combien qui pêchent en mer là? Ah, un gros tiers. Alors, il y a peut-être pas
tout n'est peut-être pas aussi important que ça sur la mer, j'en sais rien, j'y pêche moins, mais il y a forcément des infos qui vont se recouper hein, à un moment donné. Ok, alors, on dit que les plus importants c'est ça, c'est les 4 brouilleurs qu'on a. Et après, effectivement, attention à la saison. Après, il y a des faux amis là-dedans. Moi, par exemple, la lune, j'en ai rien à foutre. Si je commence à regarder la lune, je vais plus à la pêche. La nourriture, attention. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de vifs qu'il y a beaucoup de carnassiers autour. Ou s'il y a beaucoup de carnassiers autour, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de vifs qu'ils vont s'intéresser à vos leurres. C'est même souvent le contraire. Ouais. Et des fois, s'ils sont dans des boules de vifs, par exemple, ça arrive souvent l'hiver, quand ils sont sur des tout petits vifs, là, les brochets, et ils sont tous, il y a énormément, une grosse concentration de bouffe, bah pour les déclencher au leurre, c'est hyper dur. On est obligé de pêcher tout petit, donc avec un matos qui n'est pas forcément adapté, etc. Donc la bouffe, moi, j'y fais pas trop attention. Je préfère même quand il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, peut-être que si Sainte-Croix, ça ressemble au lac alpin, j'aime bien quand il y en a un peu, que c'est un peu éclaté, mais j'aime pas avoir des gros tapis de bouffe parce que souvent, c'est pas là où on fait les plus belles pêches. Donc ça, faux amis. Si, un truc super important, la structure, le fond. Parce que ça, c'est la notion de poste. Donc c'est super important pour les carnassiers parce qu'ils ont besoin d'abri. Ils ont besoin d'être embusqués pour chasser facilement, pour pas se faire trop voir, on va dire. Donc ça, c'est intéressant. Et attention, un poisson, ça peut s'embusquer en pleine eau. C'est-à-dire, et on le voit maintenant avec le live, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner en dessous du poisson fourrage, de manière à pas être vus, et à avoir cet écran rétroéclairé, là, comme celui-là, où ils vont voir les proies se dessiner, là, voilà. Mais la structure, c'est hyper important. Cachette, abondance de nourriture, partout où il y a des écrevisses par exemple, c'est les endroits où il y a un peu de granulométrie, c'est toujours des bons spots. Et d'ailleurs, ça rejoint l'observation qu'on peut faire sur les bordures. En général, tous les changements de substrat qu'on peut voir, ils se prolongent sous l'eau. Et si vous avez par exemple une plage de sable et puis que d'un seul coup ça devient progressivement une falaise, il y a cette zone de transition avec des blocs. On remarque que souvent c'est très régulièrement des postes hyper importants. À cause de ça justement, à cause de l'abri que ça offre aux écrevisses. Donc celui-là, il est super important aussi. La notion en fait, c'est la notion de spot, ça. Structure et fond. Marnage, on n'y peut rien, mais effectivement, comme on a dit, un lac qui baisse et qui bulle, etc., ça vaut rien. En général, c'est souvent très très dur. Donc c'est pas le mieux. Ça nous donne une belle excuse d'ailleurs pour rien attraper. Quand on prend rien et que le lac baisse, c'est parce qu'il baissait forcément. La densité, oui et non, mais attention à la densité, ça c'est pareil, c'est un faux ami parce que il faut mieux pêcher un poste où les brouilleurs sont là, avec peu de poissons qui vont être quasi tous disponibles, que d'aller pêcher un endroit farci, pétole, pas de vent, eau claire, où on va pas prendre une écaille. Donc attention à la densité aussi. On a tendance naturellement à aller dans des endroits où il y a beaucoup de poissons, mais si les conditions sont défavorables, on n'en prendra pas plus que dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup, mais où les conditions sont favorables. Donc ça, ouais, je le mets dans les pas bons non plus. C'est-à-dire que c'est tellement tentant d'aller dans un endroit où on sait qu'il y en a beaucoup, mais des fois, il faut mieux se dire que les conditions sont meilleures ailleurs, même s'il y a moins de poissons, on a quand même plus de chance. Donc le mariage, quel beau lapsus, ça c'est naze, c'est le marnage en fait. La pression, le bruit, ça c'était, ça pareil, faux amis aussi parce que les endroits où le tourisme là il dure toute l'année, enfin tout l'été, les poissons ils font avec, hein. C'est-à-dire que c'est même fréquent de prendre des poissons dans les zones où il y a des bateaux qui passent, où il y a moi j'ai jamais fui ce genre de spot, parce que au contraire, parfois ça les excite, ça fait bouger les petits poissons, ça leur donne des conditions de chasse qui finalement sont pas si négatives que ça.
notamment les gros poissons, parce qu'eux, ils n'ont rien à craindre de personne. Et du coup, ça m'est arrivé de faire des belles pêches en jetant vraiment au cul des bateaux qui passent, par exemple. Et ça, c'est une astuce qui est connue des guides de pêche un peu partout dans le monde, où parfois, sur un spot qui donne rien, ils mettent un grand coup de thermique, ils font 2-3 ronds au thermique dessus pour créer quelque chose, en fait, pour changer quelque chose. Et parfois, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait moi-même plusieurs fois, parfois, ça marche fort. Donc ça, attention. Bon, la lune, on a dit qu'on s'en foutait. Quand on pêche très décollé, c'est souvent avec des gros leurres. Donc il faut quand même du matos solide pour pas casser au lancer. Pour pouvoir planter des gros hameçons, il faut quand même du matos un peu, enfin un gros badling, une grosse tresse, une grosse canne, etc. Donc il y a deux approches différentes en fait. C'est soit je passe à côté des poissons et je pêche fin, ou alors je pêche doucement. Par exemple, je sais pas, au Ned Rig, au Carolina, en linéaire avec des petits shad, des trucs comme ça, je vais avoir tendance à pêcher fin. Jamais très très fin, mais fin. Alors que quand je pêche très décollé, là je vais pêcher gros. Je pêche jamais très fin à cause de moi, parce que je sais que je ferre trop fort. Et j'ai pas envie de casser ou de perdre ou de laisser un leurre dans un poisson. Du coup, en général, je descends jamais en dessous de 18 centimes. Mais j'ai une anecdote à ce sujet-là. Je suis sorti il y a pas longtemps au lac de Vouglan avec Armand Michaud, qui est un champion de pêche au carnassier, qui est le champion de France d'ailleurs de pêche au carnassier. Et il m'a montré que, en fait, en 14 centièmes, il avait beaucoup plus de touches qu'en 20. Bon, on a pris je crois qu'on a pris 4 ou 5 perches, mais c'était que des poissons entre 45 et 50, donc des grosses. Et en 22 centièmes, il n'y a pas de touche. Quand il pêche très très léger, son 14 centièmes, il lui permet de descendre plus vite déjà sur les poissons. Et puis, dans cette eau c'était le mois de, je sais plus quoi, janvier là, je crois, enfin dans de l'eau ultra claire, hein, très 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 claire, au moins aussi clair qu'ici, je pense, sur des poissons méfiants qui sont souvent pêchés. Et là, pour le coup, dans ce cas particulier, la discrétion, la finesse, elle faisait la différence. Mais c'est toujours pareil en fait, il y a un paramètre, il va faire la différence dans un petit pourcentage des cas. Donc je dis pas que ça sert à rien de pêcher fin, la preuve. Mais je dis que c'est pas un paramètre que moi je mets en haut de la liste. Là, en 14 centièmes, on peut pas pêcher le brochet. Non. Ouais. Faut mouliner plus vite, comme ça il a pas le temps de voir. Le brochet, on peut pêcher un peu fin, mais il faut... Si on décide de le pêcher fin, c'est-à-dire avec un bas de ligne en 50 centièmes, ça reste fin, ultra fin pour du brochet. Là, dans ce cas-là, il faut le pêcher avec des cannes un peu souples. Et faut pas ferrer trop fort. Donc si je veux le pêcher très fin comme ça, par exemple, si je pêche les perches dans un endroit où il y a beaucoup de brochets, où il y a quand même un risque de se faire couper, je vais plutôt pêcher en spinning, parce que je vais avoir une canne plus molle, je vais ferrer moins fort, et du coup je choisis volontairement de compenser mon réflexe de ferrage avec une canne un peu souple, Ce qui coupe en fait au brochet, c'est la vitesse. D'ailleurs 90% des coupes, c'est à la touche. Ou au ferrage d'ailleurs, on ferre, la bannière elle est déjà molle, c'est coupé, c'est passé à 1000 à l'heure dans les ouïes. Et avec une canne molle, j'arrive à compenser un peu ça, et du coup c'est assez rare de se faire couper, même avec un 50 centièmes sur un crank par exemple. Si j'ai le réflexe de pas ferrer et que j'ai une canne un peu souple, normalement ça se passe bien, je me fais pas couper. Moi, à titre perso, je pense que l'ardillon, c'est pas une plus-value. Surtout que c'est des poissons qui sautent pas beaucoup. Le combat, ça se mène de façon à ce que ça saute pas trop aussi. Hein. C'est pas une truite, on sent que le poisson monte en surface ou va sauter. Moi, j'aime pas les ardillons, mais j'ai souvent la flemme de les écraser. Donc, au final, je me retrouve à pêcher souvent avec des ardillons, tout en étant persuadé que c'est pas nécessaire. Et en tout cas, alors une pointe sans ardillon, ça rentre plus facilement qu'une pointe avec. C'est beaucoup plus aiguille et du coup ça pénètre beaucoup mieux dans la gueule du poisson et surtout ça le blesse beaucoup moins en fait. Et ça, j'ai fait une anecdote à ce sujet. Je faisais tous les ans une compète de pêche en Espagne au brochet qui s'appelle le Lucio, et il faut garder les brochets au vivier toute la journée. C'est pour ça que je la fais plus, c'est complètement débile, c'est pas fait pour. Un gros poisson dans un vivier, c'est naze, hein, c'est pas fait pour. Mais dans tous les cas, c'était les règles, on était obligé de les suivre.
Et du coup, j'ai gardé des poissons toute la journée pendant plusieurs années de suite au vivier pour les faire peser le soir. Et j'ai perdu plusieurs, alors j'en ai pas perdu des masses, mais j'ai perdu peut-être au fil des années, peut-être 2-3 poissons qui sont morts, parce que l'hameçon avec ardillon, quand je l'ai enlevé, j'ai déchiré un petit vaisseau ou un petit truc, et dans cette eau un peu chaude et tout, un poisson qui saigne, c'est un poisson qui est mort. Donc, alors j'en ai aussi relâché avant que ça arrive, un poisson qui saignait un peu, on a préféré pas le mettre au vivier et le relâcher, tant pis, ça fait chier, mais c'est comme ça. Et par contre, 100% des poissons qui étaient pris sans ardillon, même en gamay un peu loin, pris dans les branchies, ou quand on ouvre on dit oh là 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 là, bah lui il est mort, et en fait c'est une aiguille, enlevée, pas de saignement, les poissons au vivier toute la journée ils ont tenu. Donc ça c'était des hameçons sans ardillon de base, c'est même pas des ardillons écrasés, parce que même écrasés, il y a toujours un petit truc qui coince. Si vous avez confiance, moi j'ai 100% confiance dans les hameçons sans ardillon, et que vous souhaitez relâcher le poisson, il n'y a pas photo. C'est 1000 fois mieux. Ouais. Et puis on décroche pas plus. Parce qu'on a peur de décrocher. Si la tension elle est là, il n'y a aucun problème. Les moucheurs, ils pêchent des trucs de 60 avec des hameçons de 18 sans ardillon, et ils n'en perdent pas. Hein. Pas plus, sinon ils mettraient des ardillons, les gars. Donc non, ardillon, voilà. Ce serait même bien qu'il n'y en ait pas sur les hameçons de base, comme ça on n'aurait pas besoin de se poser la question. Ouais, mais ça se vend pas. Ah oui, j'ai un shop de pêche aussi, et du coup je peux faire des stats hein, sur ardillon par ardillon. Les hameçons sans ardillon, ça ne se vend pas. Tout le monde essaye d'en faire, VMC, bref. Ça se vend un petit peu à la truite parce qu'il y a des parcours qui l'obligent, mais au carnassier, il n'y a quasiment pas de parcours qui oblige de ne pas avoir d'ardillon. Et les gens n'ont pas confiance, ils n'achètent pas des hameçons s'il n'y a pas d'ardillon. C'est moche, mais c'est comme ça. Ouais. Autre chose, une autre question. Alors, j'ai pas de données scientifiques, donc je me méfie de mon avis de pêcheur, parce que j'ai envie de croire que c'est positif. Je crois sincèrement que ça l'est, tout simplement parce que quand on enlève un poisson du milieu, ben, il n'y est plus. Et à force d'enlever les gros, c'est un cercle vicieux en fait. Plus tu enlèves les gros, bah forcément plus il reste que des petits, qui se reproduisent entre eux, donc c'est pas des poissons peut-être qui ont une génétique exceptionnelle, et du coup, voilà, c'est comme si on systématiquement butait tous les gens de plus d'1m80. On se retrouve à la fin, c'est le Pérou, hein, ils font tous 1m50. Donc, j'aurais pu dire la Saône-et-Loire parce que j'ai un copain de là-bas qui est pas bien grand. Mais non, évidemment que ça a un impact. Alors déjà, ça a un impact sur les poissons, parce que moi je préfère que les gros ils se reproduisent entre eux pour faire des encore plus gros. Et puis, ça a un impact sur l'halieutisme, c'est-à-dire l'attrait de l'endroit pour la pêche, et on fait venir des gens de plus loin, et voilà, pour le milieu, c'est bien, je pense qu'on est doublement gagnant de mettre en place ce genre de choses. D'autant qu'on n'est plus à une époque où on pêche pour se nourrir, pas trop, même si c'est bien de temps en temps de manger un poisson. Je pense que c'est bien, ouais. Il y en avait une autre derrière. Ouais. T'as écouté, non? Ouais. Non, mais bien sûr. Il y a des valeurs sûres. En fait, c'est une boîte à outils. Dans ta boîte, tu as des trucs en lesquels tu as confiance et qui ont fait leurs preuves, en fait. C'est-à-dire que si tu veux un swim, bah ouais, le Balam, il a fait ses preuves, il est bon, on sait que ça marche, paf, bah tu choisis un Balam. Tu choisis pas... Alors, j'ai dit un Balam, j'aurais pu dire un BBZ, tu vois, il y a 2-3 refs. Dans chaque catégorie, en général, tu as 2-3 refs qui sont incontournables. Bah, ça sert à rien de chercher midi à 14h. Si tu sais que c'est l'original, qu'il est incontournable, faut aller là-dedans, ouais. Moi, j'ai jamais... Alors déjà, j'ai pas des boîtes incroyables en diversité. J'ai pas non plus les 16 coloris de la gamme. J'en ai... Si j'ai 3-4 coloris, en général, c'est le truc, tu vois, les contrastes principaux qu'il faut avoir. Donc, oui, il faut aller dans les valeurs sûres, avec 2-3 contrastes de couleurs à chaque fois. Mais ça sert à rien d'en avoir 50, sauf si tu aimes collectionner et que... bah voilà. Mais il y a des gens, hein, je connais un gars, il a 147 Balam, un truc comme ça.
ou 127 ou 147, je sais plus, Régis au lac du Der. Ouais, mais c'est son plaisir à lui, il collectionne ça, quoi. Il a les moyens de se les offrir, et il se les collectionne. Terminé, rien à dire. Mais de la même... Ouais, c'est un investissement énorme, mais c'est son délire, voilà. C'est tout. Il habite dans le camping, hein. Non, mais c'est vrai. C'est le gérant du camping au lac du Der. Donc du coup, si tu veux, bah voilà, lui c'est son truc, il adore les balames, il les a tous, il en a en 2-3 de chaque et tout. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, la variété des leurres, elle va pas t'apporter... faut mieux avoir les principales fonctions. Tac, tac, tac. Tu as un chatter, tu as confiance, tu sais qu'il pêche bien, tu l'as dans 2 couleurs, 2 grammages, terminé. Et puis plus tu remplis les cases, plus tu as d'outils différents dans ta boîte, bah, plus tu pourras t'adapter à tout ce que tu vois là. Voilà. Tu sais que tu as un leurre qui pêche, tu sais que tu as un lipless qui pêche hyper bien vite, tu n'en as pas besoin de 36. Tu en as un qui est hyper lourd qui va te permettre de pêcher profond les cendres par exemple, bah voilà, tu n'en as pas besoin de 36. Faut mieux avoir ce type de boîte avec 1 ou 2 contrastes de couleurs et les bonnes références de chaque. Quand t'en perds un, tu le remplaces. Mais avoir des boîtes qui débordent, finalement, ça n'a pas un intérêt incroyable, quoi. Tu te perds et puis il y a tellement de nouveautés chez tout le monde tous les ans que tu peux pas tout acheter au final. Donc c'est bien de se retrancher derrière quelques valeurs sûres. Par contre, c'est intéressant, plutôt que d'en avoir, je sais pas, 10 shades de la même couleur, il te faut un fluo, il te faut un naturel, il faut un contraste dos-ventre marqué, il faut les quelques basiques en fait. Ah ben, je vous en prie, je conçois que ce soit un peu chiant, je fais de mon mieux, mais je suis pas un professionnel. Bonne soirée. Alors la perche, c'est un poisson assez con dans pas mal de milieux. Moi j'adore les pêcher, genre en rivière, au crank, des choses comme ça, parce que c'est des pêches faciles. Si vous faites référence au lac hyper clair du coin là, c'est chaud, hein. Soit on les pêche très profond, auquel cas c'est souvent l'hiver et avec des leurres à jigger, metal jig, jigging wrap, plomb palette, tous les trucs qui se jiguent en fait. Donc ça c'est une des manières de les prendre. Le problème c'est que quand elles remontent de 20 mètres, elles sont quand même en sale état. Donc en général je fais pas beaucoup ça. Dans les lacs clairs franchement c'est un peu la galère. Au Carolina, assez fin, assez profond, à l'automne, ça peut marcher. Il y a forcément une période de l'année où elles se rapprochent du bord, où elles sont peut-être prenables en surface, mais c'est assez restreint et ça va être souvent des petites. Voilà. Ouais, c'est souvent les petites. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que les grosses pêches de grosses perches en surface, c'est dans les lacs pas profonds avec des herbiers. Et dès l'instant que vous avez des lacs très profonds, comme vous avez ici, avec des eaux très claires, ça devient rapidement casse-tête la perche. À part l'hiver, franchement, c'est compliqué, ouais. J'ai pas de recette miracle. Alors, il y a aussi une période de l'année où les perches, elles ont tendance à être focalisées sur des toutes petites proies. Notamment dès l'ouverture, là, au mois de mai, tout ça. Souvent, elles sont sur des tout petits alevins, et là, elles sont encore plus dures à attraper. Ah, c'est chaud, les perches, ouais. Est-ce que la question, c'est la recette du beurre blanc? C'est là où on se pose la question. Dans le cas où on achète du poisson, est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces avec ton retour, ton expérience? Alors, tu peux alors les perches et les cendres, ils ont le même problème, hein. WC, tac, l'estomac qui sort. Tu peux les relâcher si tu le fais vraiment immédiatement et que le poisson il a la force de retourner dans une zone de pression qui lui est favorable, auquel cas ça rentre dans l'ordre. C'est pas une garantie qu'il n'y ait pas de dommages. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, les poissons, quand ça repart bien et que tu les vois redescendre, ils remontent pas. Donc j'ai tendance à croire qu'ils s'en sortent. Après, il y a la solution de les fiser. Mais tu fais quand même un trou dans le poisson, c'est pas anodin. Par contre, j'ai eu plusieurs gars qui ont fait ça sur des poissons qu'ils ont gardés après dans un bassin chez eux pendant
1 mois, 2 ans, 3 ans. Les poissons, alors ça c'était sur des perches et des cendres, ils ont essayé sur les deux, et ça fonctionne. Par contre, faut pas se rater, parce que si tu... Voilà, faut pas lui mettre dans l'œil, quoi. Donc il y a ça, mais je pense que le mieux c'est tout simplement soit de le faire dans l'intention d'en manger quelques-unes, et auquel cas, pourquoi pas, soit sinon, il faut essayer de trouver des zones où c'est moins profond, quoi. Moi personnellement, j'ai pas un méga plaisir à les pêcher si je sais que, si je sais qu'elles vont crever, quoi. Le problème, nous, c'est que l'hiver, Ben ouais. t'as pas profond, mais tu fais pas de profond. Faut aller pêcher de loup en surface à la mer. Hein. C'est vrai, franchement. Alors, est-ce que tous les poissons sont vraiment profonds et qu'il y en a quand même qui sont un peu décalés? Je pense qu'ils sont profonds tous. Ouais. Ouais, parce que ça correspond à leur tenue de l'hiver, et là, ça pêche plus. Il faut savoir faire autre chose. C'est con, hein. Ça, après, tu peux aussi décider d'en garder quelques-unes pour les manger, hein. C'est possible aussi. Hein. Les perches, les cendres, c'est vraiment... minimum de mètres. Il n'y a pas de... Les cendres... Les brochets, ils gonflent aussi, hein. Oui, non, mais je veux dire, il y a une période où même eux, ils sont dans... Alors oui, et il y a plus de casques qu'on croit sur les brochets, notamment vers chez nous, là, sur les lacs alpins, parce qu'ils gonflent aussi. Et d'ailleurs, quand ils remontent, ils sont gonflés là, juste sous la gorge, c'est de l'air, et parfois ils ont du mal à repartir. J'ai vu une vidéo là, de Philippi qui massait, qui faisait rôter. Alors ça marche. Alors, ils gonflent aussi beaucoup à cette fameuse compète en Espagne où tu dois les garder au vivier. Donc j'ai eu l'occasion de le... Ah bah oui, j'avais pas le choix. Hein. Sinon, l'air, en fait, les fout à l'envers et ils se noient et ils meurent dans le truc. Donc t'as pas le choix, t'es obligé. Ça se fait en... Alors c'est pas un massage thaïlandais. Hein. Il faut le prendre contre toi, avec le dos du poisson contre toi, et incliner en avant la tête, tout en remontant légèrement cette boule d'air là. Et effectivement, tu entends l'air qui sort. Ça sort, et le poisson, a priori, il n'y a aucun dommage, parce que quand tu le relâches, il s'en va parfaitement. Ouais. Le meilleur traitement, c'est surtout et notamment l'été, quand eux ils sont dans de l'eau fraîche et que tu les montes dans de l'eau chaude, et c'est souvent là en fait que ça arrive. La décompression l'hiver, il n'y en a quasiment pas. C'est le changement de profondeur, parce que la pression est moins forte en haut, donc le gaz il prend plus de place, il gonfle, mais il y a aussi une histoire de température, et quand l'eau est vraiment chaude en surface, ils ont du mal. Faut pas prendre 12 photos et attendre 4 minutes, parce que chaque seconde compte, mais presque, ouais, c'est vrai. Hein. Il faut faire ultra vite. Hein. Tant pis, tu fais une photo du poisson, tu le relâches. La température, s'il fait par exemple 25 dehors et que l'eau même si l'eau de surface et l'air sont à la même température, lui tu le prends, ça se trouve il monte de 8 mètres ou de 10 mètres. Déjà quand toi tu te baignes, tu as froid aux pieds. Donc t'imagines bien que dans 8 mètres, l'eau elle est beaucoup plus fraîche, quoi. Rien à voir entre la surface et la température. Mon histoire de la Clément là, qui passe de 25 à 9, ça a décapé une couche de quelques mètres, hein. C'est-à-dire que l'eau la plus dense, elle est à 4 degrés. Donc dans le fond de ces lacs très profonds, le fond il est à 4. Donc, alors il monte rarement du fond, mais tu as quand même une thermocline à un endroit, et en dessous c'est quand même très, très frais, quoi. Voilà. Pour rajouter un crible, à partir du moment où vous allez peut-être courir avec un hameçon simple, comment vous faites? Alors, en général, sur tout ce qui est pêche cendre, etc., je ne mets pas de triple. C'est un poisson qui aspire fort le leurre. Si la touche elle est de bonne qualité, tu n'as pas besoin de rajouter un triple encore en plus. Ah, pour le brochet, de plus en plus, je ne mets pas de simple et je mets que un triple. C'est-à-dire que je mets une tête à visser sur le leurre et je mets un triple sur le premier tiers du truc. Et au-dessus souvent. Ouais, surtout s'il y a des herbiers, je le mets au-dessus. S'il n'y a pas d'herbe, ça m'arrive de le mettre en dessous, mais il faut vraiment que le fond soit propre. Et sinon, si c'est juste un stinger, donc un triple à rajouter, je dirais, je sais pas, 18, quoi, pas moins. Ouais. J'estime que la plupart du temps, si l'hameçon sort bien sur le premier tiers du leurre, si tu as une belle touche, ça doit être dedans, quoi. Logiquement.
J'évite de rajouter des hameçons supplémentaires en général. Souvent ça abîme le poisson pour rien. Voilà. Sauf si vraiment c'est une compète, chaque poisson compte, tu veux pas en perdre, bon peut-être tu peux rajouter un petit triple ici ou là, mais c'est quand même pas le réflexe de base, quoi. Et ça peut arriver, non, au centre j'en mets très peu, ouais. Ce qui peut arriver aussi, c'est que l'hameçon que tu rajoutes, il empêche le poisson d'engamer correctement, quoi. Tu vois, il vient s'accrocher sur le bord de la gueule ou quoi, et bon, voilà. Il y a une seule manière de les prendre, il faut faire avancer la tête plombée dans sa gueule, et c'est tout, il faut ferrer assez fort, et normalement un hameçon simple ça suffit, ouais. Ouais, sur des poissons qui viennent taper court, ouais, où tu as des touches un peu délicates, mais c'est souvent des petits poissons en fait. Ouais, parce que tu sais, quand tu pêches en linéaire, quand tu as une petite tête plombée, par exemple, tu pêches avec une tête plombée de 7 grammes avec alors 13 cm, ton hameçon simple il est vachement devant. Alors vas-y, attends, redis-moi ça. Ta tête plombée. C'est l'accent, c'est bon. Ta tête plombée qui est, vu que tu pêches en petite 7 grammes sur ouais. de 13 cm, ouais. vachement courte. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que je me dis que... En fait, sur le marché, tu as du 7 grammes en hameçon de 2, de 1, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Ouais, donc en fait, si tu as la bonne taille d'hameçon, tu n'as pas besoin vraiment de rajouter un triple. Ouais. Ouais. Et de toute façon, on le voit bien maintenant, notamment en pélagique, là on parlait des cendres et tout. Tu as une tête très lourde, tu as un finesse de 20 ou 25 cm, et tu as un seul triple qui est tout près de la tête plombée, et tu les rates pas. Ouais, c'est vrai. Tu les rates pas. Souvent on cherche à couper les cheveux en 4 parce qu'on a des touches de petits poissons et qu'il n'y a rien de plus frustrant que de rater une touche. Du coup, je vais remettre un triple. Le réflexe souvent c'est d'affiner en fait. Et c'est pas forcément un bon réflexe au final. Et là, je vois pas l'intérêt d'arriver avec une grosse tête. Il y a deux choses en fait. Il y a le pélagique, ce qu'on appelle le pélagique, et il y a le sharpshooting qui est du coup loin. Et ces poissons qui sont décollés, tu peux pas leur descendre 50 grammes sur le museau s'il est sous la sonde, c'est foutu. Tu les attaques de loin avec un grammage quasiment le plus léger possible au final. Et tu peux très bien pêcher en pélagique avec 10 grammes de plomb sur l'heure de 20 cm, tu vois, un truc qui va couler doucement. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que tu fais des belles pêches. Ouais. Ces poissons que tu attaques en vertical sous la sonde très lourd, alors oui c'est bien parce que tu descends vite dessus, mais ça aussi je pense que ça va pas durer, quoi. Ou alors c'est une touche réflexe avec un truc qui descend très très vite dessus. C'est réflexe mais pas toujours. Ouais. Faut avoir les deux. Si tu pêches au live, tu peux avoir une canne très lourde avec un truc pour descendre sur le poisson si tu le vois, en sachant que de toute façon tu vas pas descendre sur un poisson qui est dans 15 mètres. Au-dessus de 10 en général tu les attaques pas trop. Et puis si tu en vois un qui est très décollé à 15 mètres du bateau, celui-là tu l'attaques léger avec un petit leurre, voilà, 10 grammes, même pas forcément un gros shad, hein. Tu peux aussi les pêcher avec des shads de 12 cm. T'as pas une petite canne avec laquelle tu pêches en linéaire. En fait ils sont opportunistes ces poissons là, on les pêche gros parce que c'est la tendance de pêcher au live avec des gros leurres, mais en fait tu peux très bien pêcher avec un petit shad et 7 grammes, hein, si tu veux, c'est pareil. Oui, plus il est dans la couche, plus il est en mode chasse. Alors ça je sais pas. Non, il peut être en repos, j'en sais rien, je sais pas. Souvent ils bougent pas, et du coup je sais pas s'ils sont en chasse ou pas. En tout cas ils sont souvent réceptifs. Ouais, ils sont plus réceptifs. Ouais. Donc... Qui est-ce qui pêche au live ici? Ouais, vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qui divise. Ça fait couler énormément d'encre et au final, on s'aperçoit qu'il y a peu de pêcheurs qui l'utilisent. Qui est contre? Bon, qui est pour? Alors vous êtes 80, il y en a 3 pour et 0 contre. Les autres ils savent pas? Ouais, il y a une question de budget, ouais c'est vrai. Ça fait partie des trucs. Ah mais c'est dévastateur, ouais, bien sûr. Après c'est nouveau, on s'adresse à des poissons qui n'étaient pas pêchés jusqu'à présent.
Ils sont en train de se faire prendre. Ils commencent à être éduqués. Pour certains, ils se font déjà enlever, et puis les endroits où c'est très pêché, Tu le vois direct, tu mets la sonde dessus. Ça plonge. ou au plouf du leurre. Direct, ça va. Ouais, ils vont s'en tirer. Mais en attendant, ça a fait du mal. Ouais. Enfin, du mal. Ça a fait des gros poissons. Ouais. Je pense qu'il faut rester sur les deux. Il faut avoir le live, mais pas te bloquer dans le live aussi. C'est sûr. T'as ton 2D. C'est une gymnastique. Faut pas oublier ça là. C'est le tableau pour en revenir au sujet principal. Moi, quand je suis arrivé au lac d'Annecy, l'éco-sondeur était interdit. Après, il a été autorisé. Les gars ont dit « Ah, mais c'est dégueulasse, ils vont tout prendre, etc. » On n'a pas tout pris. Là, maintenant, il y a le live, c'est une autre discussion. On peut être pour, contre. Ouais, bien sûr. Ça fait partie du paysage, on va faire avec. Ouais. Autre chose? Oui, qu'est-ce que tu peux parler des attractants? Ah, les attractants. Dans le doute, ça m'arrive d'en mettre. Le mot attractant, il est peut-être mal utilisé. Ça attire pas les poissons, je pense pas. Par contre, ça peut améliorer la qualité de la touche. Ça, j'y crois. Les poissons qui suivent vraiment longtemps, je pense que éventuellement, ça peut les décider. On sait très bien, par exemple, sur le bass, ils peuvent très bien ramasser un leurre posé au fond. Je pense que s'il y a de l'attractant, c'est un plus. Sur des poissons comme le brochet, j'ai un doute, mais je dis pas que ça peut rien faire. Sur le cendre, oui, j'y crois nettement plus. C'est un poisson qui suit beaucoup plus longtemps et beaucoup plus près du leurre. Pour moi, ça peut avoir un intérêt. La perche, ça ramasse au fond, un peu comme un bass, donc je la mets dans le même truc. Donc oui, globalement c'est intéressant. Ouais. Ceux qui pêchent les truites lacustres, par exemple, là, je sais plus si le catkin il est parti, le monsieur, ou si toi tu les pêches, ça fait quelque chose. Ouais, voilà. Ouais. Là, ça fait un... Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, moi je suis pas spécialiste de ça, mais les gars qui vraiment les pêchent, qui sont spécialistes dans le truc, ils disent que ça fait la diff, ouais. Ça coûte pas grand chose d'en mettre en tout cas. Si ça peut influer sur le facteur confiance, c'est bien. C'est logique quand tu vois que les poissons, par exemple une carpe, elle bouffe une bouillette, c'est parce qu'elle est odorante. Le brochet il bouffe la carpe, c'est parce qu'elle pue. Bon. Il y a des carpistes. Bon, excuse-moi, je le pensais pas vraiment. Allez, finis ta bière, va, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Normalier, cuillère, vous pêchez. Alors j'y pêche plus, mais j'y ai beaucoup pêché, ouais. Les deux d'ailleurs, mormanier et cuillère. Quand j'ai commencé avec ça en fait. Hein. Mormanier, c'est incroyable comme technique, dévastateur. C'est top. J'aimais beaucoup pêcher les brochets avec, plus que les sandres d'ailleurs. Parce que déjà, j'avais pas trop de sandres dans ma région, et puis les brochets, ça s'y prêtait bien, ouais, avec des grosses ablettes, pas trop lestées là sur les bordures. Pardon? La viande a fait la différence. Ah oui, clairement, ouais. Donc ça arrive encore. Lisser sur une saison, je pense sincèrement que tu prends plus de poissons au leurre. T'es plus mobile, il y a beaucoup plus de techniques à t'apporter, enfin, c'est beaucoup plus riche. Donc sur une saison, c'est sûr. Par contre, t'es pas à l'abri de prendre une volée par un mec qui pêche avec un bas de lignacier tire-bouchonné et un hameçon rouillé en plein été quand la pêche est un peu bloquée, quoi. C'est le jeu. Et cuillère, alors j'y pêche un petit peu. J'y pêche plus à la truite avec à l'ultra léger l'été, par exemple, des choses comme ça. Au carnassier, ça fait longtemps que j'ai pas pêché à la cuillère, mais ça fonctionne. Si un petit peu à l'ondulante, mais ça marche fort, bien sûr. Tournante au carnassier, un peu moins. On a le spinner en fait, qui a les avantages de la cuillère et qui s'accroche pas. Du coup, j'ai beaucoup plus naturellement la propension à pêcher au spinner ou au chatter qu'à la cuillère. Et après, si une ondulante sur des regroupements de fourrage, des trucs comme ça, c'est très bon. Hein. C'est très bon. Il y a encore d'ailleurs des pays comme l'Irlande où c'est parmi les leurres à utiliser en priorité, quoi. Donc non, c'est pas du tout, ça n'a pas disparu. Ça t'offre moins de possibilités que tout ce qui depuis des années est développé, mais ce sera efficace pour toujours, hein. Comme le manier d'ailleurs. Ouais. D'après toi, la présence du cendre dans nos milieux, parce que c'est pas si vieux que ça non plus, est-ce que tu crois qu'elle a vraiment une influence sur la population de brochets? Tu as plus de cendre que de brochets. Tu parles de l'extrémadure? Voilà, l'extrémadure, même
Même, j'ai l'impression, moi, sur j'ai l'impression que sur scène 3, tu vois, il y a moins de brochets. Alors en fait, je pense que c'est deux espèces complètement différentes. Elles se partagent l'espace facilement, les brochets plutôt sur les bordures, dans leur taille, quand ils sont de taille modeste, on va dire. Les cendres plus profonds, en fait, où ils rentrent en compétition, c'est sur la bouffe. Et ce qui s'est passé en Espagne, c'est que c'était des lacs qui étaient chargés en ablettes. Les brochets mangeaient des ablettes. Et quand les cendres sont arrivés, ils ont explosé comme toujours. Ils ont occupé tout l'espace, ils ont mangé toutes les ablettes. Toutes les ablettes ont disparu jusqu'à la dernière. Ils ont réussi à vider des lacs entiers des ablettes. Et du coup, la population de brochets a un petit peu plongé. Mais comme la nature est bien faite, ça se rééquilibre. Et en général, le brochet revient de plus belle après. C'est ce qui s'est passé, notamment au Orellana, pour prendre celui-là. Alors, dans le même temps, il y a des herbiers qui sont apparus qui n'étaient pas avant, mais les brochets il y a eu des frais exceptionnels de brochets. Ouais, beaucoup de poissons de 50, 60, 70. S'il n'y a plus d'ablettes, énorme. Ça y est, les ablettes reviennent. Parce que les brochets qui étaient assez gros, ils se sont mis à manger des bébés cendres. Donc ils se sont mis à leur source de nourriture, il n'y avait plus d'ablettes. Il reste les écrevisses, c'est des lacs où il y a très peu d'espèces. Il reste les écrevisses, des tanches. Les parcours là-bas. Non, alors au Orellana, il n'y en a pas, ou très peu. Donc il leur restait les cendres, du coup, et les écrevisses. Donc ils se sont mis à manger, ils ont toujours mangé des écrevisses, mais ils se sont mis à dégommer les cendres. Le cendre, ça s'est calmé parce qu'il n'y avait plus non plus d'ablettes. Donc le cendre, il n'avait plus que les écrevisses et les bébés cendres de son espèce, et les petits brochets. Et du coup, ça se rééquilibre, et au final, ça a commencé par les lacs du Lot, là, Sirara, Garcia Sola, Orellana. Et Sirara en premier, on prenait plus que des cendres. Les basses, ils ont plongé, les brochets, ils ont plongé. Et là, maintenant, ça fait 7-8 ans. Des cendres, il s'en prend peu. Par contre, il se prend maintenant beaucoup de brochets et les basses reviennent très fort. Donc ça se... Et sur vos lacs, alors malheureusement, je ne les connais pas encore. Mais je vois pas trop de conflits si vous avez du fourrage pour tout le monde. Le problème du centre chez vous, c'est que l'eau est tellement claire que, à moins de les pêcher soit très profond, soit la nuit, soit au live, ça doit être compliqué d'en faire, quoi. J'imagine, j'en sais rien en fait. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Ça marche avec des petits. Les gros, à mon avis, ils sont pas où on les pêche petits, en fait. Dans le Douro, là c'est un autre problème, c'est que le brochet, il supporte pas bien le marnage pour sa reproduction. Il a besoin d'un support pour pondre, que tu trouves pas dans le Douro parce que c'est que de la roche, tu as vu comment c'est fait. Donc déjà il y a très peu de support, et ensuite il y a un marnage important. La rivière, elle peut baisser d'1 mètre dans la journée. Et du coup, les œufs, les pontes ne fonctionnent pas. Il y a quelques très gros, parce que les lacs au-dessus, notamment le Douro, il y a quand même du brochet, et de la rivière aussi. Et du coup, ça alimente un petit peu au fur et à mesure le Douro. Mais en fait, ce qui compte beaucoup pour le brochet, c'est qu'il n'y ait pas de marnage et qu'ils aient un support de ponte adéquat. Le cendre, on s'en fout, il pond dans les cailloux, il pond n'importe où, sur du sable, il pond même profond. Il peut pondre à 5-6 mètres de profondeur. Donc, lui, et puis il a une reproduction excédentaire en plus. Donc du coup, cendre, perche, tout ça, c'est pas un problème. Par contre, le problème du Douro, c'est le marnage et les supports de ponte. Ouais. Mais c'est pas à cause du cendre s'il n'y a pas de brochet. Jamais. Tous les lacs, par exemple du Cantal, qui marnent énormément parce qu'ils ont des centrales qui font de l'électricité, 90% de ceux où la population de brochet elle est bonne, c'est parce que la Fédé en remet régulièrement. C'est tout, il n'y a pas d'autre moyen. C'est là qu'ils marnent tellement, c'est mort. Ouais. Forcément, ça marne plus au moment où ça fait. Ah oui, on a besoin d'électricité l'hiver parce qu'il caille, donc du coup on tire beaucoup sur le lac, ça baisse. C'est logique, hein. Logique, ouais. T'as une question? Tu veux rentrer, non? Joker, j'aime pas ce poisson. Ouais, vraiment, j'aime pas ça. Les endroits où il y en a beaucoup, il y a encore les autres carnassiers, donc je dis pas qu'ils mangent tout. Par contre, il prend une place qui est
qui n'est pas négligeable. Il y a des endroits, bah, pourquoi pas, mais il y a plein d'endroits où il ne devrait pas y en avoir. Il y en a dans la Garonne, sur les zones à truites, où quand il faut une pêche au filet, il y a plus lourd de silure que de truites dans la rivière maintenant. Donc c'est des endroits où typiquement il ne devrait pas y en avoir, enfin ou pas ce qu'il y a, quoi. Donc moi j'aime pas trop ce poisson. Hein. Après, est-ce qu'il fait réellement du mal? Oui, vu la biomasse que ça représente et ce que ça mange, ouais, bien sûr. Ça fait toujours chier de voir un silure de 2 mètres qui régurgite un bass de 50 ou un centre de 75, quoi. Ça nous fait mal au cœur. Après, si tu me demandes si je préfère le silure ou les cormorans, je vais te répondre le silure quand même. Donc c'est facile de lui mettre aussi tout sur le dos. Il y a quand même d'autres problématiques que le silure, quoi. En tout cas, si vous avez du silure, ça sert à rien de les tuer, les gros là, parce que quand tu as des gros, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir les petits. Et si tu enlèves tous les gros, ça va réexploser avec des silures d'1,50 m dans tous les sens là. C'est une vérole. Ils ont fait ça, je crois, sur la Vilaine, où les pêcheurs pros se sont mis sur les silures, ils ont enlevé les gros silures, et depuis c'est l'enfer, ils sont envahis de petits silures de 80 à 1,50 m là. Et les gros, oui, c'est assez efficace, les endroits où la population elle est installée depuis longtemps là, bah, finalement il y en a des énormes, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Qui aime bien les silures? Moi ça va, vous êtes 2 quand même. Hein. Moi, je vais faire le même sondage qu'au live. Qui ne les aime pas? Ah, il y en a déjà un peu plus. Ouais. Bah, ouais. Ça peut être un beau coup de ligne quand on les pêche à vue, par exemple. Il y a 2-3 circonstances où ça peut être sympa, ou de les pêcher en surface, mais après, moi, je prends pas un plaisir particulier à les attraper, quoi. C'est cassé, on a un très bel exemple où tous les poissons cohabitent sans aucun problème. Ouais. Il y a de très gros possibles. Ouais, super. Alors ça dépend aussi de l'habitat, je pense qu'il y a dans la rivière. Si les petits poissons, enfin si ces proies elles ont de quoi se cacher efficacement, s'il y a des arbres morts, s'il y a des cailloux, des gros cailloux, des trucs comme ça, c'est pas mal. Alors c'est sûr qu'un cendre sur sa frayère, c'est un peu une proie facile pour pas mal d'espèces. Notamment le silure. Bon. De toute façon, on ne peut rien y faire. Ils sont là. La pêche sportive, elle ne permettra jamais de les réguler. Ça ne régule rien du tout, d'ailleurs. Tu peux en enlever autant que tu veux. Oui, ça ne sert à rien, franchement. Moi, je les prends, je les relâche. Avec dégoût, certes, mais je les relâche. Voilà. Autre chose ? Par contre, je reviendrai peut-être pêcher dans la région. On devait y aller demain et puis il n'y a pas la bonne météo, mais il paraît que c'est très bien. Peut-être faire des vidéos dans le coin. Il n'y a rien de tout ça. D'accord. Bon, je vais éviter alors. Ouais. Ce serait bien, moi je veux bien aller n'importe où, bien sûr. C'est ça, ouais, je veux bien. À quel moment tu vas mettre un spinner ou un shatter Quand il y a du vent. Quand il y a du vent? Ouais, principalement, ou alors quand il y a des herbiers. Le spinner ça s'accroche pas, donc je vais le mettre quand il y a des herbiers ou des branches. Le chatter, ça s'accroche un peu plus, mais ça passe bien dans les herbiers, donc je vais mettre ça, ouais. Donc s'il y a du vent, des herbiers, de l'eau, un peu de turbidité. Spinner, chatter, c'est des trucs qui ressemblent à rien. Donc il faut qu'il y ait des brouilleurs. Ouais. Si je veux faire une boîte de leurre, bah ça dépend des endroits où tu pêches principalement, et puis des espèces que tu veux pêcher, parce que si tu me dis je veux pêcher que le brochet à Saint-Cassien, ça va être plus réduit que si tu me dis je veux pêcher des basses, des perches, des cendres en rivière et en lac. Bah moi si je fais une boîte type, dedans je vais mettre quelques shad. Mon shad de base c'est le slick en 11 cm par exemple, donc je vais mettre des slicks en 11, ça prend un peu de tout, avec des têtes plombées de 5 à 18 grammes, on va dire, avec du 3-0. Ça déjà tu couvres un paquet d'espèces et de possibilités, hein. Avec un shad tu prends quasiment tout. Je pense que dedans je mets un chatter.
Un leurre de surface sûrement. Mais encore une fois, ça dépend. Tu vois, ici, pour pêcher vos lacs, un leurre de surface, ça va peut-être servir à rien, mais... Ouais. Ok. Voilà, tu vois, ça va être ça dépend du budget que tu me donnes pour constituer ta boîte. Mais oui, un gros leurre, quand même, je sais pas, une Miura, un swim, un truc assez gros. Et puis après, ouais, quelques shads, alors un shad en 11 et puis un plus gros, tu vois, un 18 pour les brochets. Alors encore une fois, ça dépend de l'endroit. Ah bah c'est pas du flanc, hein. Je regarde ça là et je me dis tiens, alors ça dépend, tu vois, si c'est un énorme milieu où il y a beaucoup de gros brochets et que je veux faire un gros brochet, je vais commencer assez gros quand même, assez décollé dans la couche d'eau. Si je sais que c'est un milieu qui est sous pression, un petit lac pas profond avec des herbiers, bah, je vais pêcher plus petit, peut-être avec un lipless comme je disais tout à l'heure, ou un petit shad ramené doucement au-dessus des herbes, pas trop, avec un bas de ligne de discrétion un peu fin et tout. Donc c'est vraiment en fonction de ce que tu vois là, réellement. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre une couleur par rapport à l'humidité ou... Les couleurs, il y en a. Tu prends, je sais pas, un shad connu sur le marché, le One Up Shad, tu dois avoir, je sais pas, peut-être 60 couleurs dedans. Pour moi, ça sert à rien. Il faut que tu aies des contrastes. Il faut que tu aies un leurre fluo. Alors, quand je dis fluo, c'est opaque. Un blanc, un noir, un... Alors, par exemple, le FT, c'est un coloris joker parce que ça peut très bien marcher par eau claire. C'est un peu le truc qui sort du lot pour le brochet. Donc un FT, il faut l'essayer systématiquement, même quand l'eau est claire. Par contre, un leurre un peu qui a de la transparence, clair, pailleté, etc., lui, je le mets quasi exclusivement quand il y a de la luminosité ou de l'eau très transparente. Plus l'eau est transparente, plus les conditions sont difficiles en fait, moins il y a de vent. Donc si tu as absence de vent, eau claire, soleil, etc., bah, plus tu vas vers ces conditions-là, plus je vais mettre un leurre un peu transparent, le plus naturel possible. Quand je dis naturel, c'est pas avec des écailles, des machins, c'est dans les teintes, dans les coloris, que la lumière elle passe au travers. Voilà. Et plus l'eau va être turbide, plus il va y avoir du vent, plus il va y avoir des nuages, plus je vais mettre un truc un peu plus opaque. Ouais, c'est ça. C'est ça la base. Et la différence de stratégie sur du black bass, par exemple? J'ai pas de stratégie, moi. Pour les gars qui n'ont pas confiance, la stratégie. La stratégie sur le black bass... Est-ce que ça va être la même en fonction du alors, non, sur le bass, ça va être... tu veux faire le lien avec les couleurs, par exemple? Non, par rapport à... Comment quand tu arrives sur un lac que tu ne connais pas et que tu ne sais pas où sont les poissons, comment tu agis si tu cherches spécifiquement là? Alors, je commence par un coup de leurre de surface sur les pointes et les fonds de crique, là. Déjà, voir s'il y a des poissons qui bougent en surface. Enfin, quand je dis un coup de leurre de surface, c'est peut-être un peu restrictif, un coup de pêche rapide. Ça peut être jerkbait minnow, leurre de surface, lipless, chatter. Enfin, je fais déjà un premier tour rapidement, on va dire. Et puis après, je peux gratter les endroits un peu stratégiques, genre les pointes qui descendent un peu vers le lac, les pointes caillouteuses, je peux les faire au drop, au jig, au senko, au truc comme ça. Et après, ça va beaucoup dépendre aussi de l'allure des berges, c'est-à-dire que si elles sont très encombrées, genre des bois dans l'eau, etc., il y a 9 chances sur 10 que les basses, ils y restent quasiment toute l'année, là, dans ces endroits très encombrés, donc auquel cas je fais du jig écrevisse, quoi. J'ai pas vraiment de stratégie à proprement parler à part ça, quoi, de se dire bah c'est le cover, enfin l'état des herbes des bois, etc., qui va dire comment je vais les pêcher en fait. Tu commences en priorité par la surface. Ouais, quand même. Alors si c'est au mois de février, je vais pas faire ça. Mais si c'est dans une période de l'année où ils sont enclins à monter en surface, je vais faire ça parce que c'est plus drôle. Donc si c'est par exemple, je sais pas moi, l'été couvert de lentilles et de merde comme ça, je vais mettre une grenouille.
ou enfin leurre de surface qui s'accroche pas, on va dire. Et puis si ça mord pas comme ça, bah, je vais aller les chercher plus doucement et plus dans les obstacles en fait. C'est-à-dire que c'est soit ils sont un peu en pleine eau et auquel cas ils sont accessibles avec pas mal de techniques, ou soit ils sont complètement soit sous les herbes, soit dans les branches, et auquel cas ça va être rubber jig ou un weightless un peu avec un insert ou un truc qui va rentrer un peu profond. Tu vois, je te donne un exemple de leurre, ça peut être une Tinagon ou un Gary avec les poils là, comment ça? Un Fatica par exemple. Merci. Tu vois, un truc qui va rentrer tout seul dans les obstacles pour aller les chercher, ouais. Et 9 fois sur 10, ils sont quand même dans ce type de poste. Enfin, je sais pas ici, mais ça reste toujours une valeur sûre de mettre un truc sombre qui va aller chercher dans le fond des obstacles. Et pareil au niveau des couleurs, c'est un poisson que tu vas pêcher souvent quand tu pêches au jig par exemple sur le fond. Et c'est un poisson qui bascule sur le leurre. Donc 9 fois sur 10, je choisis les coloris les plus sombres possibles. Du noir, du vert foncé. Il le voit sur le fond lui en fait. Contrairement au broc ou alors à un bass en pleine eau qui va être sous quelque chose et qui va regarder vers le haut. Par exemple quand il chasse des ablettes, voilà, je vais mettre un leurre plutôt blanc ou smelt ou enfin un coloris clair. Non, de la manière dont le poisson chasse et va voir ton leurre, et ben faut qu'il soit raccord avec le fond d'écran. Ok. Ah, il y a aussi oui, effectivement, si tu les vois, c'est aussi sympa de les pêcher en waki ou avec un truc pas plombé qui va descendre tout doucement devant eux et qui vont. Ça, c'est une pêche. Non, c'est carrément, je fais flapper les pinces. D'accord. La surface. Ok. Ouais, ils réagissent. Des fois, ils démarrent comme des balles là-dessus. C'est bien aussi. Ouais. C'est assez fantasque comme poisson. Alors, c'est dur de, comme ça, sans voir l'endroit, te dire un truc vraiment précis là-dessus. C'est pas facile. Ouais. Après, si on a trop bougé à l'hôpital, on va dire qu'il y avait des poissons et on ne sait jamais trop. Moi, je défends souvent la mobilité, comme je vous ai montré sur le tableau. Après, si les conditions sont absolument identiques partout sur le lac, des fois, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens non plus, effectivement. Si tu es sûr que les poissons sont là et que tu n'as pas identifié une autre zone du lac où tu as moins de luminosité, plus de turbidité, plus de vent, plus d'herbier ou des structures différentes sur le fond, tu peux rester et essayer de couper les cheveux en 4 pour finalement en attraper. Ou d'attendre un moment d'activité, parce que des fois il y a ça aussi, hein, dans la journée il y a un moment, ça va durer 1 heure, 2 heures, où ça mord un peu, et puis après ça se tasse, et puis il ne se passe plus rien, jusqu'au soir ou jusqu'au lendemain. Donc si tu vois rien d'autre qui est potentiellement différent, parce que s'entêter sur un truc qui ne marche pas, tu as quand même moins de chances de trouver, de faire la différence, de faire une belle pêche, que d'essayer un truc différent. Donc si tu n'as absolument rien identifié de différent à proximité, alors oui, tu peux essayer de pêcher plus fin, plus vite, plus lentement, plus petit, plus gros, plus tout ce que tu veux. Mais en général, quand c'est comme ça, tu finis toujours par déclencher 1 ou 2 touches. Tu as une prime à l'acharnement, mais c'est rarement là que tu vas faire une grosse pêche, quoi. Si rien ne change, ça va être chaud de faire une belle pêche. Ouais, t'as plus vite fait d'être mobile et d'aller chercher un spot avec, je sais pas, une arrivée d'eau, enfin n'importe quoi en fait. Alors ça dépend ce avec quoi je pêche, ça dépend si on parle de leurre souple ou de leurre dure. Alors si on parle que de leurre souple, ça va dépendre beaucoup de l'espèce, c'est-à-dire que le brochet, mon arrêt il sert surtout à reprendre de la profondeur. Si on parle de poissons qui ont tendance à se pencher sur le leurre, à le regarder, à hésiter, comme la perche par exemple, le sand, le bass, là je peux faire des grandes pauses. Ouais. Et ça dépend surtout ça dépend de l'activité des poissons. S'ils mordent sans faire de pause ou très peu, je ne vais pas m'embêter à avoir une pêche lente parce que c'est un peu chiant. Mais par contre, ça peut arriver l'hiver, par exemple les jolies perches, elles mettent du temps à prendre le leurre, elles regardent. Donc oui, là tu peux allonger les pauses. Notamment au Ned Rig, au Carolina, tout ça s'y prête. Un chat sur une tête plombée, c'est rare qu'elles peuvent le ramasser, mais c'est quand même assez rare. Alors qu'une écrevisse en Carolina, un Ned Rig, un truc comme ça, souvent au bout de quelques secondes, toc, elle l'attrape. Ouais, donc ça dépend vraiment de l'espèce et de la saison, ça, les pauses. Au jerkbait minnow, par exemple, si on parle de leurre dure, pour le coup,
les leurres qui sont très suspending, des fois c'est la seule solution pour prendre des perches. Si tu as un truc qui coule ou qui flotte, elles ne le prennent pas, elles viennent des fois à 2 ou 3 derrière. C'est souvent le cas l'hiver quand l'eau est très froide. Elles viennent à 2 ou 3 derrière, tu as l'impression qu'elles vont le prendre et en fait le truc soit il coule doucement, soit il remonte, elles n'en veulent pas. Et souvent quand tu arrives à avoir un truc parfaitement suspending, il y en a une du groupe qui s'avance, toc, elle pense le triple ou... Ah, c'est fou cette pêche. Mais c'est sympa une fois que tu as compris le truc et que tu vois qu'elles prennent que sur les pauses. Des fois tu fais des belles pêches et tu peux passer vraiment de 0 à une belle pêche juste parce que tu as un leurre qui est parfaitement immobile et elles le prennent que à l'arrêt. Tu peux faire ce que tu veux, tu les fais suivre, elles viennent des fois même à 2-3, elles sont agressives et tout. Ouais, que à l'arrêt. Les perches, elles font souvent ça. Ouais. Tu veux le micro? T'en as marre? Ok, d'accord. Merci. Oui, puis on va pas te garder jusqu'à minuit quand même. Tous ces gens qui ont des familles, là, vous me fatiguez. Non, mais écoute, nous te remercions énormément. Avec plaisir. Et pour une première conférence, c'était très très intéressant. Merci. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont retenir le tableau. Et écoutez, donc on vous invite tous à... Oui, on va tous plier les chaises déjà. On va installer les tables ici. Ah, on les met ici les tables? On va prolonger D'accord. cet échange ici autour d'un bar. Voilà, vous êtes tous invités. Une fois qu'on peut ranger les chaises à manger. Merci. Allez, bah c'est fini, c'est là-dessus qu'on se quitte. En tout cas, merci à la Fédé et puis à la Truite du Gabot, je crois, qui est à l'origine de cette initiative. Donc moi, j'ai passé un bon moment avec tout le monde, c'était sympa. Le président était là d'ailleurs. D'accord, et j'espère que du coup, les gens ont passé un moment sympa aussi. Donc, oui, c'était très très intéressant. Voilà, alors mon expérience, même si elle n'est pas locale, eh ben, je suis content qu'elle ait servi à tout le monde. Suffisamment de très bons scores de partout dans tous les milieux. Pour que ce soit valable ici aussi. Je pense. Okay. Bon, en tout cas, merci pas exception. Merci à vous. J'espère qu'on te verra pêcher un peu. J'espère, mais je viendrai bien sûr. Ouais. Merci à tout le monde. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment et on vous dit à bientôt. Ben, nous aussi. Merci.